Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue dans ce bulletin d'information de la soirée. Voici les principaux titres. Célébration de la semaine nationale de l'enfant organisée donc par le ministère de la Femme et de la Famille en étroite collaboration avec l'UNICEF et l'UNFD. Et également actualité nationale, symposium sur la sécurité environnementale entre le ministère de l'Habitat et l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Voilà donc c'était les principaux titres, mais avant de les développer, cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants, le Kenya donc se prépare demain pour la grande cérémonie d'investiture du président Uhuru Kenyatta qui a remporté les dernières élections présidentielles et qui ont eu lieu donc le 26 octobre dernier. Mohamed Abdulrahman nous en dit plus. Le Kenya se prépare demain pour la grande cérémonie qui est nulle autre que la cérémonie d'investiture du président Kenya Uhuru Kenyatta qui a remporté les élections présidentielles qui s'est achevée le 26 octobre 2017. Uhuru Kenyatta, candidat vainqueur de l'élection présidentielle, prêtera serment demain devant des milliers de Kenyans au stade de Kasarani à Nairobi. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains sont conviés à la grande cérémonie d'investiture du président kenyan, à savoir le président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui est attendu demain à Nairobi, au Kenya, où il prendra part à la cérémonie d'investiture de son homologue Kenya. La participation du chef de l'État à cette cérémonie d'investiture, prévue demain dans la capitale kenyenne, procède d'une invitation officielle reçue de son homologue kenyan et révèle toute l'estime et les égards portés par les plus hautes autorités de ce pays au président Guelleh. Il s'agit bien d'un événement dans lequel le gouvernement kenyan a beaucoup investi et le président du comité d'organisation de la cérémonie d'investiture a officiellement déclaré qu'ils ont déployé tous les moyens nécessaires pour la bonne mise en œuvre de cet événement. Nairobi, la capitale du Kenya, va abriter demain matin la grande cérémonie d'investiture du président Kenya Uhuru Kenyatta, qui est le vainqueur des récentes élections qui se sont déroulées ici au Kenya. Cette cérémonie d'investiture donc verra la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, à savoir la participation du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, Mohamed Abdelrahman Samatar Isman, RTD, Nairobi. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Japon en poste jusque-là à Djibouti et qui achève sa mission. Le diplomate Tatsuo Arai a rendu une visite d'adieu au Premier ministre. L'entretien s'est déroulé en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah. L'ambassadeur en poste à Djibouti depuis 2015 achève 2 années de service. Il est appelé à d'autres fonctions. Le diplomate a remercié le gouvernement djiboutien pour l'appui dont il a bénéficié et l'accueil durant son mandat. Il a qualifié la coopération Djibouti-Nippon de fructueuse et porteuse d'espoir. Tatsuo Arai a rappelé que son pays soutient les efforts de développement de Djibouti, soulignant que plusieurs projets sont en cours d'exécution. De son côté, le Premier ministre a rendu un hommage appuyé aux diplomates pour le travail remarquable accompli et qui a permis de consolider les relations entre Djibouti et le Japon. Il n'a pas omis également de remercier le Japon pour son soutien et a plaidé pour un renforcement de la coopération bilatérale. Il a enfin souhaité à l'ambassadeur une bonne continuation dans sa carrière. En visite de travail en Somalie, la délégation parlementaire djiboutienne conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est rendue à Mogadiscio pour visiter le site qui va abriter prochainement la nouvelle ambassade de Djibouti. Située en bordure de mer dans la capitale somalienne, les travaux de construction ont été lancés par le président Guelleh et son homologue somalien. L'ensemble de la délégation a pu apprécier donc l'état d'avancement des travaux de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio. Notre pays a été le premier pays à avoir accrédité donc une ambassade dans la capitale somalienne. À leur arrivée, la délégation donc parlementaire et les membres du gouvernement somalien ont été accueillis par l'ambassadeur de Djibouti à Mogadiscio, Aden Hassan Aden. Celui-ci donc a remercié la délégation de parlementaires conduite par le président Ahmed qui effectue cette visite au moment où la Somalie connaît un regain de tension avec les activités terroristes du mouvement extrémiste d'Al-Shabaab.
L'université de Djibouti a abrité aujourd'hui l'exposition des œuvres présentées par le peintre djiboutien Rifki Abdelkader Bamachrama et de l'étudiante à l'université de Djibouti, mademoiselle Abir Mohamed Ali. Cette exposition s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, du président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, et plusieurs étudiants de l'université de Djibouti. Cette exposition intitulée Regard transparent a permis aux étudiants de mieux connaître l'art du peintre Rifki Abdelkader et de la jeune étudiante Abir Mohamed. Les deux artistes peintres donc ont explicité aux reporters de la radio-télévision leur motivation et ce qu'ils ressentent à travers leur toile. Mes contacts avec les étudiants et je vois qu'il y a un engouement qui est très très fort à travers les deux tableaux vierges que nous avons mis en place. Ils sont pratiquement terminés 2 heures après. Les amateurs artistes sont très rapides. On va amener d'autres vierges pour continuer ce travail-là. Ce contact avec l'université est très important. Déjà, l'université est dans ses prérogatives et dans ses objectifs le côté de l'enseignement artistique. Pourquoi pas, nous sommes là, nous devons participer, nous devons faire évoluer les choses. Et moi, comme je suis ravi aujourd'hui, je serai ravi demain d'être auprès de l'équipe dirigeant l'université pour les aider à aller un peu plus loin avec tout ça. Merci. Je me suis lancée dans l'art depuis que je suis rentrée à l'université. Je remercie le président de l'université de m'avoir financé ce projet et je compte, Inch'Allah, réouvrir le club d'art ici. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est déclaré enthousiaste de participer au vernissage de cette exposition et découvrir de près ses œuvres. Il a encouragé les peintres à poursuivre leur travail pour mieux faire découvrir l'univers de la peinture à notre jeunesse. Nous l'écoutons. De cet événement à l'université de Djibouti, féliciter son excellence et frère et grand frère Rifki pour l'initiative, l'université de Djibouti donc pour avoir participé, coopéré pour que cet événement puisse être le mieux, qu'il puisse avoir la plus de visibilité par rapport aux étudiants d'abord, parce qu'on voudrait créer des vocations. Vous savez, je reviens d'une conférence sur la robotique, sur l'intelligence artificielle. Et tout d'un coup revenir à voir ces peintures, à voir cette motivation, cette inspiration, elle me rappelle toujours qu'on a besoin de beaucoup d'humanité, on a besoin de l'art, on a besoin des gens qui sont créatifs. Et notre pays également doit être au devant de ce qu'est la culture, de ce qu'est la peinture, de ce qu'est tout ce qui est artistique. Et des personnalités comme son excellence Rifki participent énormément. Le fait qu'il soit aujourd'hui à l'université ne peut que nous encourager à créer des clubs avec la jeune fille étudiante de l'université de Djibouti qui nous a présenté des très beaux tableaux. Mettre en place des équipes, des clubs à l'université de Djibouti où les étudiants puissent participer. Mais également exposer. C'est ça le but ultime. Faire sortir également leurs envies, leurs aspirations, s'exprimer pour créer non pas un individu qui soit uniquement dans un cercle, je dirais, universitaire préétabli, mais également dans la créativité. Également dans l'actualité, sous l'égide du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss, une réunion annuelle du Conseil national du travail et de la sécurité sociale s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Cette consultation nationale, donc tripartite sur l'avenir du travail, va se poursuivre durant 2 jours et les débats se focaliseront sur des conversations liées au thème des emplois décents pour tous. Et pour ces assises, l'avenir du travail dans notre pays est au cœur des discussions. Les conclusions de ces consultations et nationales donc seront la contribution de Djibouti à l'initiative du centenaire sur l'avenir du travail dans le cadre de la célébration du centenaire de l'OIT en 2019. À cette réunion a vu la participation de différents acteurs socio-économiques du pays, mais également des sociologues, des responsables religieux et des chercheurs pour se pencher sur l'employabilité des jeunes ainsi que notre rapport au travail du point de vue culturel et religieux. D'accord. Beaucoup et timidement des actions ont été menées, mais le résultat étant très faible. Aujourd'hui, le chômage en Afrique représente 90%.
de chômeurs dans le monde. À peine 5% en Europe et 10% dans les pays autres. Donc il est temps peut-être de penser à nos jeunes, de penser à la précarité que vivent nos jeunes étudiants, aux jeunes pousses, et de trouver des solutions adéquates et adaptées à l'environnement de travail à Djibouti. Et de son côté, le ministre du Travail a rappelé que le Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale est un lieu où se structure le dialogue social et met en perspective les opportunités de réaliser des avancées, de trouver des solutions qui profitent à tous sur toutes les questions qui touchent aux relations professionnelles. Je vous propose de les suivre. Cette session est consacrée à une réflexion sur l'avenir du travail à Djibouti. Les thèmes suivants seront traités au cours de ces 2 jours. Travail et société, organisation du travail et de la production, l'emploi décent pour tous et la gouvernance du travail. En engageant une consultation sur l'avenir du travail, nous avons voulu être au plus près de la réalité sociale dominée par le chômage de jeunes, mais aussi pour procéder à un exercice d'inspection pour débattre, échanger et dégager des solutions aux écueils qui se dessinent dans les relations professionnelles. Le travail est la finalité de toute politique de développement, mais aussi des principaux leviers de lutte contre la pauvreté. Le travail qu'on appréhende est le travail décent, le travail qui répond aux volontés, aux aspirations, mais également aux exigences humaines. Ce thème est à l'agenda de la communauté internationale depuis plusieurs années. En effet, le plein emploi productif et le travail décent pour tous est un objectif explicite dans le cycle des objectifs de développement durable, appelés ODD, et qui vont couvrir les prochaines années. Conformément à la vision de la communauté internationale, dans les programmes mis en œuvre dans l'esquisse de la vision 2035, la loi d'orientation qui constitue le cadre de référence, la République de Djibouti a opté pour un développement inclusif alliant croissance économique et progrès social en phase avec l'objectif numéro 8 des ODD qui promeut une croissance économique soutenue, partagée, durable, et le plan emploi productif est un emploi décent pour tous. Et le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en étroite collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Djibouti, a organisé un symposium sur la maîtrise de nombreuses notions liées à la sécurité environnementale, telles que l'accès à l'eau potable, la sécurité énergétique, les questions relatives à la protection du littoral et des océans. Cet atelier de réflexion va durer 3 jours. Il veut faciliter le dialogue et promouvoir une coopération interagences concernées par ces problématiques. Ce symposium accueille des experts nationaux et américains. Et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a souligné durant ce symposium qui a permis donc d'ouvrir un grand débat sur les meilleures pratiques de protection et de sauvegarde de l'environnement. Nous l'écoutons. De relations bilatérales entre nos 2 pays. Ce symposium permettra aussi de poser le jalon d'une coopération fructueuse entre notre pays et les États-Unis afin de faire face aux défis de la sécurité environnementale à Djibouti. La République de Djibouti a intégré la protection de l'environnement comme une priorité dans la politique nationale de développement. Cet engagement politique est matérialisé notamment par la ratification de grandes conventions environnementales internationales et leurs protocoles. L'objectif des symposiums vise avant tout à sensibiliser et faciliter l'échange d'expériences sur les différents problèmes de sécurité liés à l'environnement. Au cours de ces 3 jours de rencontres, les participants aborderont des thèmes tels que le défi de la sécurité environnementale, l'eau et la sécurité énergétique, la télédétection, la gestion des données et la modélisation, les questions liées à l'océan et au littoral, la santé publique et la gestion des déchets et enfin la lutte contre le trafic d'espèces sauvages.
De ce fait, ces symposiums constituent une plateforme d'échange, de concertation et de partage d'informations entre les différentes parties prenantes, et c'est afin de trouver les voies et les moyens de faire face aux problèmes environnementaux auxquels notre pays est confronté. Votre présence à cet important événement indique l'engagement de vos différentes institutions à contribuer efficacement à une réflexion sur la sécurité environnementale. Je exhorte tous les participants ici présents à se consacrer pleinement à toutes les étapes de ce symposium et de tirer le maximum de profit de l'expérience de différents experts et intervenants djiboutiens et américains. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'ambassade des États-Unis à Djibouti, à travers elle, l'US Africom, pour leur soutien constant dans l'organisation de ce symposium. En nouvelle nationale, toujours à l'occasion de la commémoration de la Semaine nationale de l'enfant djiboutien, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Ahmed, a présidé une cérémonie de lancement des crèches communautaires au PK12. En prit part à cette cérémonie la représentante résidente de l'UNICEF, Djanabou Mouandé, et la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa. Cette journée organisée par le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD et l'appui technique de l'UNICEF, fut l'occasion de procéder au lancement officiel de la crèche communautaire de PK12, une des 5 crèches mises en place au quartier 1, notamment quartier 3, quartier 4 et Cheikh Moussa. Le ministère de la Femme et de la Famille, soucieux donc de permettre aux femmes de s'autonomiser, de se former, vise pour la mise en place donc des crèches à les alléger de la garde des enfants, de leur dégager du temps pour la réalisation des activités génératrices de revenus. Et dans la foulée, la ministre de la Femme et de la Famille a visité le LEC, donc Notre-Dame de Boulaos, dans lequel a été organisé un atelier créatif pour les enfants. Ce concours, qui est ouvert à titre individuel, consiste à produire des dessins et des poèmes pour lesquels donc les 5 premiers de chacun des établissements recevront des récompenses le 30 novembre prochain au Palais du Peuple lors de la célébration de la Journée nationale de l'enfant djiboutien sous le haut patronage du Premier ministre. Toute leur chance de pouvoir développer leur cerveau, leurs attitudes et leurs aptitudes, afin de pouvoir pleinement jouir de leur potentiel quand ils seront plus grands. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille a souligné l'importance de la garde des enfants qui a été donc inaugurée aujourd'hui dans le quartier populaire de PK12 à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de l'enfant djiboutien. La ministre a profité donc de cette occasion pour remercier les habitants du PK12 et a appelé les parents à prendre soin de cette crèche où les enfants de 2 à 3 ans seront éduqués et élevés. Et pour marquer cette journée, un certain nombre d'événements sont organisés par le ministère de la Femme et de la Famille. Rappelons que cette journée marque la date anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Et le ministère de la Femme et de la Famille a initié donc de nombreuses activités pour marquer la célébration de cette semaine nationale dédiée à l'enfance. Ces activités donc se dérouleront sur l'ensemble du territoire national. Ces manifestations socioculturelles ont lieu donc pour commémorer la signature de la Convention sur les droits des enfants signée à New York. Une équipe du ministère s'est ainsi rendue à Dikil pour ce faire. L'équipe donc accompagnée de l'adjoint du préfet et du président du conseil régional a procédé donc à la maternité de Dikil à la remise des kits destinés aux nouveau-nés. Et l'équipe donc s'est rendue ensuite à la garderie de Mouloud où des jouets ont été remis aux enfants. Qui consiste à la mise en place des infrastructures communautaires à utilité publique, bien entendu. Ces travaux consistent à la réalisation de 3 escaliers qui vont permettre à la communauté d'accéder à l'administration centrale et au marché local. Donc ce projet a été réalisé par la communauté, initié par la communauté et sera très utilitaire aussi pour la communauté des Dikil. Je profite de cette occasion au nom de la direction générale, au nom de le secrétaire d'État aux ouvrages pérennes. Une seconde équipe donc du ministère de la Femme et de la Famille s'est rendue donc hier dans la région de Tadjoura. Là aussi donc des besoins essentiels destinés aux nouveau-nés ont été remis aux mamans de la maternité de Tadjoura. L'équipe donc s'est ensuite rendue dans les garderies de Randa et de Goura où des jouets ont été remis aux enfants.
Et une troisième équipe s'est rendue quant à elle dans la région d'Ali Sabié. Elle a également remis des besoins essentiels aux nouveau-nés, ce qui va aider donc les mamans. Des jouets ont été également distribués. L'équipe donc était accompagnée par les responsables de la région d'Ali Sabié, notamment de la préfecture et du conseil régional. Chirurgicales ont démarré. Nous avons déjà opéré 8 malades pour ce qui concerne la chirurgie viscérale. Parallèlement, les autres spécialistes aussi. Également dans l'actualité, au troisième jour, ils sont près de 3000 patients à être pris en charge à ce jour dans le cadre des activités de la caravane à Ali Sabié. Et depuis hier, les caravaniers de la santé ont débuté donc les activités d'opérations chirurgicales pour les patients qui en nécessitent donc dans le domaine de l'ophtalmologie, notamment de la chirurgie viscérale et de la gynécologie. Ces opérations chirurgicales vont se poursuivre jusqu'au 1er décembre et on estime d'ores et déjà qu'environ une centaine de patients bénéficieront de ces interventions spécialisées dans le cadre de la caravane médico-chirurgicale d'Ali Sabié. Fleuron hospitalier de cette région, l'hôpital régional d'Ali Sabié accueille chaque jour près d'1 millier de patients qui affluent de toutes les localités de la région, à l'image de Holhol, de Galilée et de Goubeto, pour se faire consulter. Il faut souligner que les habitants de la région ont saisi cette opportunité unique en affluant massivement sur les lieux afin de bénéficier des consultations et des soins spécialisés prodigués par les caravaniers de la santé. A débuté depuis samedi. Parallèlement, les autres spécialistes aussi ont commencé à opérer. Et donc nous espérons faire mieux que l'année dernière, puisqu'il y a une certaine habitude qui est en train de s'installer. L'organisation est bien roulée. Et donc nous commençons à voir de plus en plus de malades qui sont bien orientés, bien sélectionnés. Et donc avec des facilités de ce genre, nous pouvons espérer opérer plus que la dernière fois. Et à Ali Sabié, toujours, s'est déroulée hier une cérémonie de remise de médailles militaires au camp des régiments interarmés d'Ali Sabié. 14 soldats donc ont été décorés pour leur bravoure et leur courage. La cérémonie donc a démarré par une prise d'armes et le passage en revue des troupes par le lieutenant-colonel chef du corps Abdelwasser Ben Mohamed. Ces distinctions donc ont été avalisées par l'état-major des forces armées djiboutiennes afin d'encourager les officiers subalternes et les hommes du rang. Et donc les militaires qui ont été donc gradés au grade supérieur donc ont été décorés par les officiers supérieurs du haut commandement militaire, notamment le général Zakaria Cheikh Ibrahim et les généraux des forces armées djiboutiennes. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Au Yémen notamment, Fardous, donc le principal port, notamment Hodeïda, rouvre ses portes après la levée du blocus, Fardous. Effectivement, Ahmed, il s'appelle l'Orina et c'est le premier navire commercial à pouvoir accoster il y a plus de 3 semaines à son bord 5500 tonnes de farine débarquées sur le port de Hodeïda. Le 6 novembre dernier, la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite avait mis en place un blocus pour empêcher l'approvisionnement des rebelles Houthis qui contrôlent une partie du pays dans la capitale Sanaa. Ces 3 semaines de blocus, selon les ONG, ont aggravé la situation d'une population yéménite déjà durement touchée par 3 années de guerre. Samedi, c'est l'aéroport de Sanaa qui a accueilli ses premiers avions depuis la levée du blocus. Des milliers de doses de vaccins anti-polio à destination des enfants envoyés par l'UNICEF, la Croix-Rouge. Selon l'ONG Save the Children, chaque mois, 20
000 nouveaux enfants yéménites âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Le conflit au Yémen aurait fait plus de 8 750 morts depuis 2015, dont de nombreux civils. Et en Syrie, Fardou, 53 civils donc tués dans des raids aériens russes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Eh bien donc les raids aériens menés ce matin donc ont frappé des bâtiments résidentiels dans le village de Sharaf sur la rive du fleuve Euphrate, donc dans la province de Deir ez-Zor, a déclaré donc l'OSDH, une ONG qui est basée en Grande-Bretagne et dispose d'un réseau de sources en Syrie. L'OSDH avait donné précédemment un bilan de 34 civils tués, dont 15 enfants. La Russie, alliée du président syrien Bachar al-Assad, mène depuis septembre 2015 une opération militaire en Syrie qui a permis aux forces donc gouvernementales de reprendre progressivement aux groupes rebelles et aux djihadistes donc le terrain. Depuis plusieurs mois donc des dizaines de civils ont été tués dans des frappes aériennes menées en appui en offensive donc à la coalition internationale. Merci Fardous pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur Télé Djibouti.